Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale. Nous avons eu la chance d'être invités par Parrot à découvrir leur entreprise au cœur de Paris. Cette découverte se passera en 3 épisodes car nous avons énormément de contenu à vous présenter et vous allez voir, c'est passionnant. La première de ces vidéos, c'est l'interview d'Henri Sédou. Nous l'avons questionné sur l'origine de Parrot, là où on en est aujourd'hui et surtout quelle est la vision stratégique pour l'avenir. Allez, tout de suite, c'est parti pour Inside Parrot, partie 1. Bon bah salut Gauthier, merci de venir dans mon bureau. C'est moi pour qui c'est tout le plaisir, vraiment. On est aujourd'hui donc pour expliquer à ceux qui nous regardent au siège de Parrot, l'entreprise que vous connaissez tous pour ses drones, et on est vraiment ravis d'être là. Merci pour votre accueil. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Donc si tu veux, ici c'est un peu l'antre du savant fou, du geek, de la tech, donc c'est là où je bosse tous les jours. Et je vois qu'il y a pas mal de produits autour, du coup. Il y a pas mal de produits parce que Parrot c'est une boîte que j'ai montée il y a maintenant 28 ans. Moi je suis un développeur de soft. Et je monte des boîtes depuis que j'ai 24 ans, 25 ans. Et j'ai commencé il y a donc 28 ans, en fait, par faire des produits avec de la reconnaissance vocale. Donc tu parles à la machine, elle te répond, donc c'est comme un perroquet, c'est pour ça que je l'ai appelé Parrot. Mais c'était quand même prédestiné, puisque j'imagine que dans mon subconscient, je voulais que les trucs volent. Donc finalement, pour faire des drones, Parrot aussi, ça se prête vachement bien. Puis vous êtes toujours inspiré du biomimétisme et des animaux pour construire vos drones. Oui, parce que les questions fondamentales que tu as en technologie, elles sont très proches des questions de la biologie. Par exemple, en ce moment, il y a dans le coding, dans le code, il y a la révolution des réseaux de neurones. On s'est imaginé que les neurones biologiques devaient marcher comme ça, c'est-à-dire des entrées, des sorties et des couches de neurones qui interagissent. Les idées de la biologie sont très très importantes dans la technologie. En ce qui concerne les quadrocoptères, moi je trouve que les quadrocoptères, ça ressemble aux insectes. C'est organisé comme ça, il y a la tête, le thorax, l'abdomen. L'abdomen, pour nous, c'est la batterie, c'est là où on digère. Le thorax, c'est là où l'insecte a ses muscles, le centre de son corps, c'est là où il a ses ailes et ses pattes. Nous, on fait pareil, on met l'électronique, on met les bras, les moteurs, les hélices, et puis la tête, c'est la vision. Quand on a fait toute la série d'Anafi, mais c'est vrai pour tous les drones Parrot, on a bien toutes les caméras devant, toute l'électronique au milieu et la batterie à l'arrière, qui doit être un paramètre libre dans le sens où on pourrait mettre une batterie plus grosse, on pourrait mettre une batterie qui se charge sur un chargeur au sol. Il ne faut pas que la batterie elle soit trop contrainte par le drone. Et pour revenir au début, parce qu'on parlait des premiers produits de Parrot, je crois que c'est celui-là l'un des premiers produits. Ça c'est le produit qui a fait notre succès, c'est les télécoms. Et c'est d'être le premier, le plus grand fabricant de systèmes de télécom pour l'automobile. On a développé et inventé les kits Bluetooth à reconnaissance vocale et on en a vendu à peu près 45 millions. Oui, d'accord. Donc 45 millions, on a dû en vendre, disons, quelques millions sous notre marque et puis surtout des dizaines de millions dans les voitures. Et il y a toujours, encore dans les drones si tu veux, une inspiration télécom. D'abord, voilà, il y a un truc qui est vachement bien dans les télécoms, c'est que ça t'oblige à utiliser des standards. Quand tu es un fabricant d'électronique, quand tu es fort, tu as envie de faire les trucs toi-même, comme tu veux. Mais d'être obligé d'utiliser la 3G, la 4G, d'être compatible avec tous les réseaux, que les produits soient tous interopérables. Même une boîte aussi hégémonique qu'Apple, elle s'oblige à l'interopérabilité. J'ai même vu qu'ils ont mis l'USB-C dans les tablettes maintenant. Donc c'est pour dire à quel point s'obliger à l'interopérabilité, c'est vachement important. Donc nous, Parrot, on a toujours été vachement soucieux d'interopérabilité. D'ailleurs, sur un drone Parrot, tout est standard. Ça se charge par USB-C, ça se connecte par Wi-Fi. Et puis maintenant, on est à fond dans la connexion par 4G. On a comme client de référence Verizon, qui est le plus grand réseau télécom du monde, qui commercialise l'Anafi AI. S'obliger à fonctionner, à faire des drones qui fonctionnent dans les standards, ça c'est un truc qu'on a appris en faisant des télécoms. Et je pense que c'est une vertu des drones Parrot. Juste pour revenir au tout début de Parrot, l'anecdote qui m'a marqué, c'est que lorsque tu as commencé à développer des drones en interne, il n'y avait personne qui y croyait. Comment est-ce que tu as réussi à sortir le premier drone dans ces conditions-là? D'abord parce que c'est ma boîte. Oui. Donc, déjà ça aide. Exactement. Donc si tu veux, le fait que ce soit ma boîte, c'est une boîte qui a eu beaucoup de succès. Moi, j'ai beaucoup de légitimité. Si j'ai une idée, si les gens n'y croient pas trop, ils savent que je suis compétent et puis que j'ai quand même eu des idées qui ont marché auxquelles personne ne croyait, comme les téléphones à reconnaissance vocale, Bluetooth dans les voitures.
première fois que j'ai montré ça à des constructeurs de voitures, ils m'ont pris pour Zébulon, hein, tu vois, ils m'ont pris vraiment pour un fou. Je te parle, on était à la fin des années 90, hein, je veux dire, la reconnaissance vocale me prenait vraiment pour un dingue. Donc le drone, si tu veux, moi mon idée, elle vient de là, elle vient que je fais des systèmes qui marchent avec les téléphones, et je me dis, mais moi ce que je sais bien faire, c'est des produits qui marchent avec les téléphones. Il faut que je trouve la suite. Dans les télécoms, dans la techno, rien ne dure, t'as pas une place éternelle. Et donc je me suis dit, voilà, je vais faire un truc, comme maintenant, avec les téléphones portables, les enfants et les jeunes adolescents vont en avoir, et ben je vais faire un truc qui va être proche du jeu vidéo. Je vais essayer de faire des jeux vidéo en vrai. Donc c'était ça mon idée au début. Au début, j'ai commencé par des petites voitures. Enfin, j'ai commencé par faire des voitures Bluetooth et je me suis dit ça marche pas les voitures Bluetooth pour toutes sortes de raisons. Donc bah, faisons des hélicoptères Wi-Fi. Tu vois, c'était ça la logique si tu veux. Et puis j'ai regardé, je suis tombé sur des designs de quadrocoptères. On était au tout début, en 2008, tu vois, quand on a commencé par là. Puis j'ai commencé à m'intéresser aux quadrocoptères et puis c'est comme ça qu'on a fait l'Air Drone. D'accord. Donc en fait, tu t'investis vachement dans la conception du produit. C'est quelque chose que tu fais toujours aujourd'hui. À fond, à fond. Je m'investis énormément dans la conception du produit. Mais j'ai quand même une pensée qui est comme software, si tu veux. Ce qui m'occupe vraiment, c'est le software du produit. Chez Parrot, 80% 90 peut-être, ou 85% des ingénieurs sont des développeurs de soft. D'abord, quand on a commencé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'autopilote en open source et tout ça, donc il a fallu tout faire. Et puis en fait, dès que j'ai commencé à faire des jouets, dès que l'entreprise a commencé à faire des jouets, je me suis dit non, mais le drone, le quadcopter, c'est mieux que le jouet. Sans me lancer dans les drones professionnels, Parrot a investi dans des boîtes de drones professionnels. C'est comme ça qu'on a été à l'origine de Pix4D. Donc on leur a donné l'argent pour qu'ils commencent. Et à l'origine d'une bonne dizaine de boîtes de drones. Mais c'est comme ça en fait qu'on est rentré dans le drone professionnel. Et c'est super intéressant parce que justement il y a eu un grand changement au niveau de Parrot aux alentours de 2018-2019. C'était qu'avant vous étiez beaucoup sur le drone loisir. Et entièrement. Coup... Nous on vient entièrement du drone loisir. Et on est disons à l'origine du drone loisir. C'est nous qui avons fait les premiers. C'était tout à fait inconnu quand c'est sorti. Moi je voulais vraiment faire des drones à $300 parce que quand j'ai été voir Sony et Nintendo, ils m'ont dit, vous savez, le hardware en matière de jeux vidéo, on ne peut pas le vendre cher, on fait du hardware pour vendre des jeux, et c'était ça mon principe. Donc je me suis forcé à faire un drone très peu cher. On voit ça avec du recul, mais ça a été une folie. Nous, on a montré le drone au CES à Las Vegas. Le CES, ça dure 3 jours ou 4 jours. On a fait 100 télés. Ça a été une folie, mais complètement dingue. Et donc après, pendant 3-4 ans, on en a vendu. Après, il y a eu beaucoup de concurrence chinoise. Le marché n'était pas exactement celui qu'on avait imaginé. C'était pas tellement le jouet, c'était plutôt la GoPro volante. Et puis moi, aujourd'hui, je pense que le marché, ce n'est plus du tout la GoPro volante. Ça, c'est terminé. Le marché, c'est des applications pour drones. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les drones comme objet technologique, comme robot volant, super utile. Okay. C'est à quoi ça sert. Donc c'était le marché très concurrentiel sur le drone de loisirs qui vous a poussé à aller plus sur le drone professionnel. Tu sais, très concurrentiel, moi la concurrence, ça m'a jamais fait peur. Ouais. C'est surtout que c'est fini, c'est une mode. Tu vois, dans la techno, il y a beaucoup de modes. Par exemple, il y a eu la mode de la GoPro. La GoPro, tout le monde a trouvé ça génial. Tout le monde en a acheté. Quand je dis tout le monde, ça veut dire beaucoup de gens ont acheté une GoPro pour voir, puis ils s'en sont pas servis. Donc maintenant, la GoPro, c'est quand même vraiment les types qui font de la vidéo sur YouTube qui les achètent. Ou les types qui font des sports, ils sont en parachute, ils ont tous des GoPro parce que... Donc le but, c'est aussi d'avoir un temps d'avance en fait par rapport à ce qui va arriver. Moi, je cherche pas le temps d'avance. Je suis pas prétentieux. Quand je tombe sur un truc, tu vois, quand je tombe sur un truc... Ce que tu sens... je me dis, ouf, j'ai de la chance, tu vois. Je dis pas, putain, moi je suis tellement fort que j'ai des temps d'avance. J'ai des temps d'avance sur rien du tout. Mais disons que le drone grand public, c'est une mode et c'est normal que la mode se soit terminée. On en a vendu 4 millions, on n'en vendrait plus 4 millions. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le drone comme objet professionnel, comme truc utile. Et c'est extrêmement utile. C'est comme ça qu'on se différencie de nos concurrents chinois. Il y a un truc dont il faut parler rapidement. Il y a la question de l'intégrité des données. Toute personne qui utilise un drone chinois, qui soit pompier, policier ou qui fasse des relevés pour l'agriculture, pour les tours télécoms ou pour les centrales solaires, a des informations qui leak dans les serveurs chinois. Alors ça c'est super intéressant parce que DJI avait fait auditer ses drones pour vérifier ça justement. Les audits de DJI, on a étudié les audits de DJI et on pense qu'ils sont extrêmement superficiels et que c'est des audits de convenance. On a regardé comment étaient faits les logiciels DJI, mais la semaine dernière, le Washington Post a publié un article sur DJI, sur le financement de DJI. Ils disent qu'ils n'ont pas de financement d'État. Le Washington Post a dit que c'est pas vrai du tout. Le New York Times a publié
publié il y a un an, au mois d'août, le fait que les logiciels DJI sont obfusqués et que DJI a, dans certaines conditions, entièrement le contrôle du drone et peut mettre les logiciels qu'il veut dedans sans que l'utilisateur ne sache. Des trucs extrêmement graves. Quand on utilise un drone DJI, on ne sait pas quelles sont les données qui partent en Chine, mais on est certain que c'est caché et qu'il y a des données qui partent en Chine. Et ce sont des données sensibles. Ah oui, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est la première chose. Nous, on a un drone qui, du point de vue de la cybersécurité, pour l'utilisateur et du point de vue de la garantie que Parrot donne du fait de justement se plier à toutes les réglementations européennes que DJI ne suit pas. On a un drone qui est à la fois, on ne peut pas mettre du logiciel sans avoir des certificats, et à la fois, nous, tout notre code est auditable et audité parce que nous, on fait des drones pour des organismes publics comme la Défense française, la Royal Navy, l'US Army, etc., etc. Le premier truc, c'est qu'on est clean du point de vue du respect des données de l'utilisateur et aussi qu'on ne peut pas mettre du code inconnu dans le drone. Ça, c'est la première grosse chose. La deuxième grosse chose, on veut que le drone, il marche vraiment très très bien dans les environnements difficiles. Les environnements difficiles, je parle plutôt des radiofréquences, d'utiliser le drone en ville, pas forcément en centre-ville, mais tu vois, tu as besoin de faire des relevés topographiques dans des zones industrielles, dans des banlieues. Et là, tu as forcément beaucoup de bandes de spectre 2.4 giga ou 5 giga qui est très occupée. C'est très difficile d'être sûr que ton drone va fonctionner. Donc nous, on est à fond sur l'utilisation de la 4G comme radio principale du drone. Et sincèrement, ça change tout. Ça change absolument tout. Tu penses que ça va devenir un standard, le fait de se connecter en 4G ? C'est sûr. Une fois qu'on l'a essayé, il faut l'essayer. Okay. Une fois qu'on l'a essayé, c'est fini. Il y a un confort d'utilisation et une puissance de l'outil qui est, je veux dire, irremplaçable. Donc c'est sûr que ça va devenir un standard. Les opérateurs l'ont bien compris et ils sont à fond pour. Les opérateurs, ils veulent que les pompiers, les forces de police, les utilisateurs professionnels utilisent des drones avec leur réseau. Et ils veulent que les réseaux soient ouverts, pas simplement à la voix, mais aussi à la robotique. Donc ça, c'est le deuxième truc. Le troisième truc, qui est, disons, le plus technologique, c'est que nous, on veut faire des drones de la génération suivante, c'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'autonomie du drone. C'est le drone entièrement autonome. Et on a une idée de l'autonomie qui, à mon avis, est plus sophistiquée et mieux comprise que ce que fait Skydio. Skydio, ils font un super beau évitement d'obstacles. C'est-à-dire, tu envoies le drone derrière un mec qui fait du ski entre les arbres et puis le drone, il se débrouille bien. Ça n'a pas d'utilité. Je veux dire, à part faire des vidéos sur YouTube, on s'en fout complètement. Ce qui compte, si tu veux, ce qui compte dans l'autonomie du drone, c'est qu'on puisse lui dire de faire des tâches complètes. Un exemple, nous, on veut mettre un drone devant une tour télécom. Les tours télécom, elles sont inspectées par les drones. C'est un des marchés principaux de l'inspection aujourd'hui. Et on veut que le drone, il n'y ait aucune programmation à faire. Il faut simplement, il suffit de donner la position GPS de la tour télécom qui sont connues. D'ailleurs, elles sont toutes référencées sur des cartes. On dit, je veux inspecter cette tour télécom et il faut que le drone le fasse entièrement. Donc pour ça, il faut que le drone s'approche de la tour télécom. Il faut que par reconnaissance d'image, il la voit. Une fois qu'il la voit, il faut qu'il monte en haut, qu'il détecte sa hauteur, parce que la hauteur, elle n'est pas dans les cartes. Après, il faut qu'il tourne autour. Il faut qu'il repère les antennes, il s'arrête devant les antennes, il fait les bonnes photos spécifiques devant les antennes, parce que c'est ça qui intéresse les opérateurs télécoms. Il continue à descendre et avant de toucher le sol, il fait bien les photos de la végétation au sol, en bas de la tour. Parce que c'est un niveau d'autonomie sans préparation qui est quand même extrêmement exactement, élevé. Exactement. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc pour développer ça, d'abord on a fait un évitement d'obstacles de très bon niveau. Donc l'évitement d'obstacles, c'est ce que montre Skydio, c'est le fait que quand tu dis au drone d'aller d'un point A à un point B, s'il y a un arbre au milieu, il va faire le tour. Ça c'est le réflexe, si tu veux. Le robot, il faut déjà qu'il ait des bons réflexes. S'il se prend les murs ou s'il se prend les arbres, tu ne peux pas aller très loin. Beaucoup moins autonome du coup. Voilà. Donc la première chose, on a développé le réflexe. Et la deuxième chose, on a développé ce qu'on appelle, nous, les flight missions. C'est-à-dire qu'on a développé le fait que l'autopilote, il est entièrement programmable et il est fait pour qu'on mette du code dedans. Je vais te donner un exemple. J'étais chez mon client Nokia et les mecs m'ont dit « mais vous voyez, l'iPhone, ils n'y arriveront jamais. Nous, on a mis 10 ans à savoir faire des téléphones. On a toute la gamme, les téléphones d'entrée de gamme pour les opérateurs, les téléphones pour les professionnels, genre BlackBerry, etc. » Moi, je leur ai dit « mais vous n'avez pas compris. » Je veux dire, eux, ils ont fait un truc différent. C'est qu'ils n'ont pas fait un téléphone. Ils s'en foutent. Ils ont fait un ordinateur qu'on tient dans sa poche, un truc dans lequel on peut mettre des applications. Et ça, c'est toute la différence. Comment ça marche des applications, sous Windows, sous iOS? L'operating system est découpé
découpés en morceaux que tu peux réutiliser, les API, qui sont, j'ouvre une fenêtre, j'écris un contrôle, j'ouvre une connexion Internet. Donc, tu as tout ça à disposition du programmeur. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout l'autopilote et on l'a découpé en API. Et ça, je pense que personne ne l'a fait. On l'a découpé en API avec, disons, 7 grandes classes d'API et on a fourni tous les services du drone accessibles très facilement en Python. Donc le drone, il se programme en Python. Et donc le but, c'est d'être une plateforme open source sur laquelle chacun peut mettre sa fonctionnalité, en fait. Oui, mais ça, quand tu dis ça, tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait le boulot. Moi, je te dis, j'ai fait le boulot. C'est-à-dire que j'ai une proposition d'API bien formelle, bien définie, qu'on appelle, donc avant le premier SDK des drones Parrot, ça s'appelle Ground SDK. Ground SDK, c'est, je me mets là dans le téléphone et puis je peux faire une appli qui fait des plans de vol, qui dit au drone, va à gauche, va à droite, avance, recule, mets ta caméra vers le haut, photographie. Maintenant, on a RSDK. RSDK, c'est un SDK qui est dans le drone. Tu peux envoyer du code dans ton drone et dans le drone, tu peux utiliser les réseaux de neurones, reconnaître la tour télécom. Tu écris ça en PyTorch. En PyTorch, c'est comme Python, mais pour les réseaux de neurones. Par exemple, si tu dois faire décoller ton drone, tu n'as pas de code à écrire. Y a un point d'entrée, faire décoller le drone. Faire atterrir le drone à la main, il y a un point d'entrée, faire atterrir le drone à la main. Donc, on a découpé tout l'OS en primitives pour pouvoir faire des applications. Un exemple, dans l'application de base d'Anafi AI, il y a un mode assez sophistiqué, une espèce de challenge des drones, c'est atterrissage, décollage et vol depuis une bagnole. Donc il atterrit sur une voiture, sur un Zodiac, tu tournes avec le Zodiac, le drone suit, il reconnaît des patterns sur le Zodiac, il atterrit dessus, c'est super rigolo, quoi. Ça, on l'a fait comme exemple de notre SDK. Ça, c'est fait tout en Python, tout est documenté, tout le monde peut le faire. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre le drone, bien sûr avec un bon évitement d'obstacles, rendre le drone programmable pour qu'il fasse des machins. C'est ça la grosse innovation qu'on apporte avec Anafi AI, c'est pour ça que ça s'appelle Anafi AI. Donc la première partie sur les fonctionnalités programmées, c'est vous qui vous en chargez pour donner des bonnes fonctions, et après les gens s'approprient les fonctions. Après, il y a un SDK de super haut niveau qu'on peut programmer en Python. On fournit un simulateur aussi, on a un super joli simulateur avec toute la techno de jeux vidéo, avec Unreal. On peut mettre son code, dans le drone, dans le simulateur, on le fait voler, on regarde si son code marche. Donc on peut vraiment programmer le drone. Et nous, c'est ça notre objectif, c'est que le drone, il soit entièrement programmable pour faire des robots capables. Et les robots, ils seront capables comme un téléphone, comme un iPhone est capable en faisant des apps. Inspecter une éolienne, c'est pas pareil que de compter les arbres dans une plantation d'orangers. L'appropriation de l'applicatif, des gens qui vont aller coder l'appli un peu plus loin, c'est à quel niveau? C'est-à-dire ce sont des entreprises partenaires ou alors ce sont des clients qui se l'approprient, qui font ce qu'ils veulent avec? Comment ça se passe? C'est comme, c'est de l'open source si tu veux. Donc nous, on est des démocrates, on ne vient pas d'un pays totalitaire. Non, mais c'est la vérité, il y a une philosophie derrière ça. Il faut pas, c'est pas simplement, si tu veux, une pause. Nous, on est pour un monde démocratique, ouvert, où les gens s'expriment. Donc nous, on fournit le SDK qui est documenté, on fournit le simulateur qui permet de faire ton code sans aller faire voler le drone, parce que faire du code, il faut faire voler des centaines, voire des milliers d'heures, donc il faut les faire voler au simulateur. Et on fournit le code source de l'application sur iPhone. Et ça, je pense qu'on est les premiers à le fournir, on fournit tout le code de l'application sur iPhone. Donc, à qui ça s'adresse? Par exemple, une entreprise qui veut faire une application, qui est spécialiste dans l'inspection des lignes à haute tension. Et elle prend l'application de l'iPhone, elle construit son application par-dessus, l'application open source, et puis elle la met sur le store Apple, et puis elle la vend. Comme ça, elle peut en faire un commerce. Elle a parfaitement le droit d'en faire un commerce. Ou alors, par exemple, on a des utilisateurs qui sont des universités. Là, ils prennent l'application, et puis ils font leur code, et puis ils ne le commercialisent pas, ils l'utilisent, ou ils le développent pour eux. Donc, c'est pour tous les cas. En tout cas, nous, on est très favorable à que les gens commercialisent des applications pour nos drones à partir des outils open source qu'on met sur le marché. Et vu que vous avez des liens très forts avec Pix4D, est-ce qu'il faut s'attendre à plus d'intégration avec l'Anafi AI? Alors, il y a beaucoup d'intégration qui est faite avec Pix4D. Dans l'application qui est offerte avec Anafi AI, il y a 3 photogrammétries gratuites sur Pix4D qui sont offertes sur le cloud de Pix4D. Donc oui, il y a beaucoup d'intégration faite avec Pix4D et c'est un axe fort de ce qu'on veut faire. Si on prend un peu de recul justement sur cette nouvelle ère Parrot, j'avais lu quelque part qu'il y avait environ 15% de votre chiffre qui était plus dédié à l'armée, entre autres avec l'Anafi USA. Le professionnel, pour vous, c'est votre prochain fer de lance avec cette Anafi AI pour le développement de la boîte? Notre intérêt, c'est le marché professionnel, c'est le drone qui sert à toutes sortes de professionnels. Il se trouve que les métiers de la sécurité, les pompiers, les policiers, les soldats,
ils ont besoin de la même chose. Donc, ils ont besoin d'un bon drone qui tient dans la poche ou dans la poche du sac à dos, qui a une bonne caméra, et ils ont besoin de ça aussi. Ils ont besoin d'une bonne caméra volante. Comme ils ont besoin de la même chose, on leur vend, si tu veux. Mais nous, on ne fait pas d'armes. Non, mais j'y tiens. On ne peut pas faire d'armes. Okay. On ne fait pas d'armes. On fait des drones qui sont extrêmement utiles, et ils sont aussi utiles aux militaires. Et puis c'est comme ça que l'US Army est venu nous trouver il y a, je crois, 3 ans maintenant. Je ne sais pas si c'est il y a 2 ans ou 3 ans. Je crois que c'est déjà il y a 2 ans, vous disiez que vous avez réussi l'appel d'offres, donc ça devait être il y a 3 ans, si c'était avant. C'était il y a 3 ans, ouais. Je pense que c'était il y a 3 ans. Donc ils sont venus nous voir il y a 3 ans en disant nous on cherche un drone qui a telle et telle caractéristique. Donc ils ne voulaient pas exactement la NAFI qu'on avait. Ils voulaient plus de robustesse à la pluie, plus de temps de vol, un meilleur zoom, une caméra thermique. Il y a eu un concours, et donc dans ce concours, on a fait partie des 3 gagnants du concours, et le seul qui n'était pas américain. Oui, parce que moi je croyais vraiment que l'axe de Parrot, c'était vraiment la NAFI USA pour les applications traditionnelles, et je découvre justement, avec ma venue ici aujourd'hui, que la NAFI AI va vraiment être le drone principal qui va servir au marché professionnel. C'est le drone principal de l'entreprise. C'est un effort de développement énorme. Moi, je te dis, je fais ce métier depuis que j'ai 20 ans. À NAFI AI, ça nous a pris 3 ans et demi, à peu près 150 personnes, et on n'a pas chômé. Hein. Je veux dire, c'est un effort de développement énorme. D'abord, on a ces 3 innovations, la sécurité renforcée du drone, la 4G. La 4G, ça veut dire il faut opérer des serveurs dans le monde entier. Le drone se connecte à l'Internet, et le téléphone de l'utilisateur se connecte lui aussi à l'Internet. Il faut une infrastructure robuste qui marche dans tous les cas, avec tous les réseaux, avec tous les abonnements, etc. etc. Donc ça, c'est quand même pas mal de boulot. Hein. Et puis, toute cette question du vol autonome et du robot programmable, ça nous a pris, c'est un très très gros développement. J'imagine. Juste pour terminer la parenthèse sur la NAFI USA, d'un point de vue entrepreneurial, c'est rare d'avoir des produits tech qui sont développés, fabriqués entièrement, par exemple, là, aux États-Unis. C'était plus compliqué pour vous ? C'est-à-dire que nous, on est une boîte de conception. On est une boîte, on ne fabrique rien. Donc nous, on est bien organisé pour gérer de la sous-traitance. On a toute une équipe, on sait comment organiser la production dans une usine qui n'est pas la nôtre. Okay. Ça veut dire qu'il faut aller très très loin. Par exemple, on fait absolument tout le travail d'industrialisation. Les machines de test, les protocoles de test, la gamme de fabrication, tout l'assembly process, tout est défini chez Parrot. Et on sait faire les protos avec les sous-traitants, mais l'industrie de l'électronique, elle est organisée comme ça. Apple ne fabrique pas ses téléphones. Ils ont des sous-traitants, donc il y a des bonnes règles pour le faire. Donc c'est pas plus dur qu'autre chose de le faire fabriquer aux États-Unis. Nous, on fabrique nos produits soit en Asie, soit aux États-Unis. C'est pas plus dur de le faire aux États-Unis. C'est juste du boulot, quoi. D'accord, ok. Je vais faire une petite parenthèse sur tout ce qui était marché de l'agriculture. Vous aviez des participations dans MicaSense, dans SenseFly, que finalement vous êtes un peu détaché de ces sociétés. Est-ce que pour vous, l'agriculture, c'est encore un marché, y compris avec ce drone, qui pourrait être porteur, ou c'est quelque chose qui est justement trop en avance sur son temps? L'agriculture, c'était un domaine auquel nous, on a beaucoup cru, et on pensait que ça serait un des domaines principaux de déploiement des micro-drones. Il se trouve que dans l'agriculture, il y a un problème des agriculteurs eux-mêmes. Je parle de la technologie, des ingénieurs en agriculture. Ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'on peut apprendre du traitement d'images. Ils ne savent pas bien comment analyser les maladies du raisin, de la tomate, le stress hydrique du blé avec des images. Donc, tant que ce travail n'est pas fait, ça ne peut pas se développer. Oui, c'est intéressant, parce que c'est le seul moyen de vraiment gérer plus écologiquement les productions agricoles, de mettre exactement les quantités d'engrais, ou de mettre plus exactement les quantités d'engrais, ou plus exactement les quantités des autres intrants qu'ils mettent. L'interprétation des données. Exactement, mais ça, ils sont pas encore assez au point. Donc, faire des entreprises qui se basent là-dessus, il n'y a pas assez d'activité, il n'y a pas assez de chiffre d'affaires, c'est trop difficile. Par contre, on a une activité agricole qui est en croissance, qui est celle qu'on fait avec Pix4D. C'est justement d'offrir du traitement d'images pour les agriculteurs. Mais c'est drone agnostique et c'est surtout caméra agnostique. En fait, les agriculteurs, ils trouvent beaucoup d'informations dans les images RGB. Ils n'ont pas besoin d'images infrarouges tellement sophistiquées. Donc on fait beaucoup d'agriculture, mais dans le cadre de Pix4D. Ok, d'accord. Globalement, une question très générale. Fin 2021-2022, Parrot, ça va bien? Est-ce que ça va mieux que ces années où justement vous étiez en train de changer un peu de stratégie? Alors, si tu veux, Parrot, c'est redevenu une start-up. C'est une boîte qui a une grosse compétence technique, qui connaît bien son business et qui fait un pari. Alors ce pari, il est financé
par le fait que Parrot a gagné beaucoup d'argent, qu'on a vendu toute l'activité automobile. C'est public, on a à peu près 80 millions d'euros à la banque. Donc ça, c'est notre capital avec lequel on se développe. Donc on a beaucoup d'argent, il faut dire les choses comme elles sont. On connaît bien notre métier. On est une des rares boîtes qui a déjà fait des millions de produits. Mais on est redevenu une start-up. On parie sur l'avenir, on parie sur l'innovation. On est une start-up qui est qui a beaucoup de métiers, si tu veux. Donc je pense qu'on fait un excellent travail. Je pense que les micro-drones, c'est utile pour l'agriculture, pour les pompiers, pour les gens qui inspectent les réseaux télécoms, les routes, les lignes à haute tension, etc., etc., etc. C'est extrêmement utile. Que Parrot, c'est la seule boîte qui fait à la fois le soft d'interprétation avec Pix4D et les drones. Que notre idée dans les drones, c'est que ça soit complètement automatisé. Et je pense qu'on est les plus en avance là-dessus. Je fais ça 7 jours par semaine et c'est le pied. Ah, mais bravo, parce que c'est osé de se remettre en mode comme ça à nouveau. C'est pas osé, c'est normal. Ne crois pas que ce soit osé moi, c'est ça mon métier. Je fais ce métier depuis que j'ai 20 ans. Si tu veux, moi je fais de la high-tech. Donc je sais qu'il faut changer. Et toutes les boîtes de high-tech changent. Donc oui, il faut changer, c'est ça la vie. C'est comme ça. Si tu n'es pas prêt à ça, il ne faut pas faire ce métier. Oui, il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et puis il faut se projeter dans l'avenir. Ce qui m'intéresse, c'est des choses qui n'existent pas encore. Je pense que le micro-drone, vraiment entièrement autonome, dédié à toutes les tâches qu'il a à faire, c'est l'avenir et c'est ça qu'on fait chez Parrot avec ce nouveau produit. Et pour anticiper l'avenir, justement, je vois que vous êtes en pleine vague de recrutement sur des profils assez spécifiques, sur tout ce qui est automatisation de vol, reconnaissance d'images, etc. Ouais. Donc c'est une grosse phase d'accueil de nouveaux collaborateurs pour vous ? Oui, on embauche à peu près 25 personnes en ce moment, mais de toute façon, on est une assez grosse équipe. La nouveauté dans la techno, c'est l'intelligence artificielle. Et Parrot, on fait beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de réseaux de neurones dans ce drone. Il y a des réseaux de neurones dans l'autopilote, il y a des réseaux de neurones dans le traitement d'images, il y a des réseaux de neurones dans l'évitement d'obstacles, il y a des réseaux de neurones dans les applications, donc il y a des réseaux de neurones partout, il y en aura de plus en plus, et c'est des collaborateurs avec qui on va développer ces réseaux de neurones qu'on recrute. D'accord, super. Salut tout le monde, et puis je rappelle, Parrot recrute, si vous avez un bon CV, votre CV, vous pouvez me l'envoyer directement à henri.cedou@parrot.com. Ça, c'est du recrutement direct. Merci beaucoup, Henri, de nous avoir accueillis. Salut. Et puis, si vous avez des questions, Parrot est très attentif aux commentaires qu'on peut faire sur Internet. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo YouTube. Et je pense qu'on y reviendra très bientôt dans des nouvelles vidéos. D'ici la prochaine fois, salut et bon vol.